le balado Écologie et Société. C'est un espace de discussion libre et ouvert où j'invite des acteurs de la crise climatique et des enjeux sociaux. Que ce soit des professionnels ou des porteurs de témoignages uniques, mais surtout, je crois que c'est des gens du quotidien qui sont surtout aussi très pertinents parce qu'ils vivent et font partie intégrante d'une réalité qu'on cherche à comprendre. Parce qu'au fond, on fait tous partie du même toit de l'enveloppe environnementale actuelle. Alors, le balado Écologie et Société, ça commence maintenant. Bienvenue au podcast Écologie Société. Si vous ne l'avez pas déjà fait, suivez-nous sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer maintenant en plus, Balado Québec, puis évidemment Spotify. Donc aujourd'hui, je reçois Parina, qui a eu un accident d'électrocution dans un voyage au Mexique. Et en fait, c'est une amie de Eva Jen qui m'avait invité dans un souper pour son release de son album. Puis elle m'avait raconté son histoire. Puis je suis genre, wow, mon Dieu, c'est vraiment intéressant. Puis elle m'avait dit qu'elle faisait partie d'un OBNL des Grands Brûlés, que je pense que beaucoup de Québécois connaissent. Puis je me suis dit que ça pourrait vraiment être intéressant de l'inviter, parler de son parcours, de qu'est-ce qui s'est passé, comment on vit avec, comment on se reconstruit à travers ça, puis comment elle travaille avec cet OBNL-là. Donc, bienvenue, Parina. Merci. Fait que c'était pas trop long de venir ici, tranquille? Non, ça va, c'est une petite ride de métro, puis un petit livre et c'est parti, quoi. That's it. Fait que, tu veux-tu nous parler de, justement, genre, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé, justement? Tu as fait juste un voyage au Mexique. Là, tu m'avais dit que tu avais marché sur l'espèce de brique. Puis là, genre, comment ça s'est passé, cet incident-là? Ben, en fait, moi, pendant la COVID, je me suis dit, je vais pas rentrer chez moi. Je vais aller passer des vacances où il y a le pic de Covid, où c'est bien rouge, où tout le monde est enfermé, mais moi, j'étais à l'extérieur. Et puis, on était dans une contrée lointaine. Pour nous, oui, mais pour eux, pas trop. C'était dans les montagnes. OK, puis pourquoi le Mexique? Juste... parce que c'était pas cher. Okay. C'était proche de Hawaï, parce que j'ai fini mes études à Hawaï. OK. Et donc, j'avais pas envie de rentrer, me confiner. Donc, j'étais en mode, quelle destination pas chère, pas très loin, au chaud, on peut faire du surf. OK. Ça a été le Mexique. Ça a été pas non plus très compliqué de réflexion. OK. Puis, t'as étudié en cinéma ou Pas du tout. Non, OK. J'ai étudié en communication et communication médiatique. OK. Donc, fait que c'est quand même pas si loin du cinéma que tu fais la communication, ça veut tout et rien dire. Ah ouais, OK. Donc, la communication, on en a de partout, dans les relations interpersonnelles, dans les... Vivre, tu vis autour de la communication, donc c'est ça. Mais pourquoi le Mexique? Voilà, on était allés se balader et puis on était dans les montagnes. Et moi, je ne voyais pas la vue. Et moi, je suis quand même quelqu'un quand même de très roots, de très... on est en sac à dos, on se lave une fois toutes les... Sentais la fleur, c'est ça, je comprends. C'est ça, parfait. Exactement. Mais c'était vraiment super cool. Et sauf qu'on revenait de randonnée, puis on était à l'hôtel. OK. Et tu dis « t'étais avec ton fiancé ». Non, j'étais avec quelqu'un que je ne nommerai pas, qui n'a plus d'importance pour moi. OK. Mais j'étais avec mon ex. Mais on était à ce balcon, puis lui, il était assis. Et moi, je voulais voir la vue. Parce que je n'arrivais pas à voir la vue. Et donc, j'allais tomber de 4 mètres. Et en fait, je me suis rattrapée à la première chose qui était devant moi. Et c'était un câble électrique. Ah ouais. Le réflexe, hein, juste, c'est un réflexe. Mais c'était peut-être pas le meilleur à ce moment-ci. Ouais, mais je pense que tu réfléchis pas sur le moment. C'est ça, non, mais... Et c'est vrai que, par contre, c'est pas vrai, comme dans les dessins animés où on a les cheveux tout électrifiés. OK. Par contre, on sent extrêmement le brûlé quand on parle. C'est très déstabilisant. Ah ouais. Genre, même dans le moment présent, tu sentais ça, genre comme... mettons, je parlais, je sentais le brûlé. J'avais l'impression d'être un barbecue ambulant. Ah ouais. Et donc après, je suis tombée de 4 mètres. Là, j'ai été inconsciente pendant ce moment de chute. De chute. Ouais. Puis après, je me suis réveillée. Je me suis dit, let's go, on fait quoi? Et là, tu dis à ton copain, on recommence. Ouais, et là, mon ex me dit... manger des tacos. Ouais, non, je pense pas. Je pense qu'on va aller à l'hôpital. Et sauf qu'en fait, on était dans une contrée où tout le monde était sous mush. OK. Donc, tout le monde a vu mon accident, mais tout le monde a bad-trippé.
Donc tout le monde était en train de pleurer. Moi, j'étais genre, bon, ok. Et donc après, il y a quelqu'un qui m'a amenée à l'hôpital parce que l'ambulance, tellement qu'ils n'ont pas d'argent, ils ne pouvaient pas venir me chercher. C'est un endroit où c'est pas accessible. C'est ça, exact. Pour nous, oui, mais pour les personnes mexicaines, non. C'est trop de déplacements, c'est dans les montagnes. Donc, je manque d'accessibilité. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, pour une personne citadine, ça semble être un prix pour acquis, mais là, il faut pas... Exact. Et c'est là où tu te dis, en fait, finalement, on est bien choyé. Ouais, non, mais oui, prise de conscience grave. Exact. Et donc, après, moi, je suis allée... Il y a quelqu'un qui n'avait pas pris de mush, donc il nous a dit, je vous amène à l'hôpital. OK. Et donc, on a fait 1h30 de route jusqu'au premier hôpital. Donc, c'était quand même très long. Surtout, moi, j'avais aucune morphine, l'adrénaline redescendait. Ouais, mais là, c'est-tu comme des fois, on dit, les gens, quand ils voient pas leurs blessures, ils ont pas mal. Ah non, moi, je le voyais. Je l'ai vu de... Puis ça te faisait mal, là? En fait, après, quand l'adrénaline est redescendue, là, j'ai fait « Ah, ça fait mal ». Et là, j'étais en mode genre... C'est quoi la sensation? J'avais l'impression d'être brûlée, comme quand on se brûle, mais j'avais l'impression d'avoir des os cassés. Parce que moi, je suis tombée quand même de 4 mètres. Je me suis dit, c'est sûr, j'ai mon bras cassé. C'est là où j'ai le plus de blessures. Et on arrive à l'hôpital, ils me font une radio, tout ça. Ils me disent, la bonne nouvelle, c'est que vous... Rien de brisé. Il n'y a rien de brisé, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on peut pas vous opérer. On peut rien faire pour vous. Ouais. Donc là, on est en mode genre, c'est génial. On est au Mexique, moi je parle pas l'espagnol, mon ex à moitié, on est vraiment, on n'a pas vraiment très bien fait nos devoirs. Et donc, demander à un taxi de nous amener à 2 heures dans un hôpital le plus proche, les taxis ne veulent pas. Parce qu'ils perdent de l'argent, c'est pas... il faut revenir, c'est ça. Exact. Il faut revenir. Donc, ça a été la croix et la bannière. On a dû arrêter des taxis. Puis, il y en avait qui... pouce, imagine. Moi, j'étais là avec ma... la pire situation pour faire du pouce. Là. Ouais, ma robe avec ma perfusion de morphine. Et là, il y a un taxi, on négocie, on lui dit « Tu veux combien ?» Et donc, on lui a donné l'argent et puis on l'a fait. Mais tu sais, c'est dans des conditions où il n'y avait pas la clim, les routes étaient abîmées, les nids-poules, c'était x10. Basically Montréal. C'est correct. Ouais, mais x10. Ah ouais. Tu vois Montréal? Plus que... Ouais, là, c'était vraiment limite... Soraya est pas si pire, finalement. T'es là en mode, bon, on va s'accrocher. Puis là, la douleur, elle se réveille parce que ton corps, il te dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a toutes les alertes. Ouais, c'est ça. Genre, qu'est-ce que tu te rappelles le plus vivement, genre, de ce moment-là? Je me dis, tiens, on va y arriver. Puis j'essaie de dormir. T'as pas le choix, de toute façon, en fait. T'as pas le choix. Mais ce qui est génial, c'est que le cerveau, je pourrais jamais te dire à quel point j'ai eu mal. Parce que le cerveau, c'est quelque chose qui l'oublie. Pour te protéger. Et c'est des mécanismes qui font que... Je me souviens de absolument tout, mais mettons, si je prends du recul, je suis en mode genre, oui, j'ai pleuré, oui, mais sur une échelle de 10, combien c'était la douleur? Je sais pas. Ah ouais. Okay, mais je sais que ça a été intense. Mais j'imagine sur l'adrénaline, ton cerveau, il doit pas tout enregistrer non plus. Là. Quand même, tu sais, genre... si après, il y a eu plein de péripéties, là, c'est sûr, parce que... Ouais. Puis là, comment ça a été le rétablissement après? Fait que le deuxième hôpital. Le deuxième hôpital, sauf que le deuxième hôpital, ce que je veux vous dire, si vous partez en voyage, prenez des assurances privées. Ouais, tu m'avais dit ça chez Eva. Des assurances privées. J'étais très content. Puis en plus, tu m'avais dit qu'il avait essayé de te couper ou juste de renouveler plus cher ou un truc comme ça. Oui, exact. Moi, j'avais pris une assurance privée parce que j'habite au Canada puis je suis française. Donc, j'avais toujours une assurance privée. Et en fait, cette assurance privée, ce qui est bien, c'est qu'elle te redirige dans le bon hôpital. C'est-à-dire que selon ce que tu as eu, tous les hôpitaux ne peuvent pas soigner des blessures, parce que des brûlures, parce que c'est une certaine catégorie, c'est certains chirurgiens. Mais ça prend les ressources pour traiter tel truc. Exact. Et moi, en fait, le premier hôpital, il voulait juste de l'argent, mais sauf que l'assurance m'a dit non, il faut que tu partes de cet hôpital. Il faut que tu ailles à Mexico dans un hôpital privé où là, tu auras les bons soins. OK. Sinon, tu te payes le truc. Genre. En fait, c'est juste qu'après, t'as pas les bons soins requis. Donc après, puis en plus, tu payes. Bon. Tu payes et par la suite, Mais le but d'une assurance, c'est d'utiliser. Fait que, c'est voilà, ça. Bon. Et donc après, en fait, le Mexique, comme l'hôpital de Guaraca, ils voulaient pas nous laisser partir. Ils voulaient pas nous laisser partir parce que pour eux, ils étaient en mode, nous, on va faire de l'argent avec vous. Je veux dire, on est capable de vous soigner. Ou juste être un bon médecin et puis dire, tu laisses pas ton patient
partir comme ça? Ouais, c'est ça, mais c'était plus au niveau argent, tu sais. Ah ouais, ok. On n'est pas dans les mêmes réalités, là. Eux, c'est... T'es une carte bleue pour eux. Ok. T'es pas trop impatient, là. Carte bleue, c'est carte de crédit. Là. Carte de crédit, c'est pas la tradition. Ouais, carte de crédit. Et donc, il y a une ambulance qui a fait 6 heures de route. Ah ouais, pour venir te chercher. Pour venir me chercher. Il a refait 6 heures de route pour puis tout le long, il fait chaud, là, puis t'as encore full mal. Là. Là, je suis sous morphine. Okay. Donc, tu sais, quand t'es sous morphine, tu sais pas la réalité, tu sais qu'est-ce qui se passe, mais t'es là en mode genre, moi, j'ai juste envie... Go, genre faites ce qu'il faut que vous fassiez parce que sinon moi j'ai pas les compétences, vous savez, mais let's go. Ben t'es juste pas apte en plus, genre t'es clairement genre pour une substance qui t'aide pas à réfléchir. Exact. Et donc moi quand j'arrive, il est 4h du matin au Mexique, puis là on me fait des tests PCR, bien sûr, les bons tests PCR. On me fait des examens pour savoir si je suis apte à être en chirurgie parce que selon les blessures, on sait pas si la personne elle peut encaisser ou pas. Et puis juste avant de rentrer dans le bloc opératoire, le chirurgien il me dit votre pied il saigne pas. Mais il saigne pas. Ouais, s'il saigne pas, parce qu'en fait il faut savoir que l'électricité il y a une entrée, il y a une sortie. Ouais. Et l'entrée ça a été sur ma main gauche et la sortie ça a été mon pied droit. Ouais, ben justement, moi, je me demandais justement comme, il n'y a pas un côté qu'il fallait que sinon l'électricité passe par le cœur puis ça soit hyper dangereux. Moi, c'était en diagonale. Il faut savoir que l'électricité ne passe pas dans tout ton corps parce qu'il veut l'électricité à un point... le plus court. Exact. Ouais. Donc moi, ça a été la diagonale, ça a été bras gauche, cœur, puis après... Mais c'est ça, genre, t'as pas été hyper chanceuse de ne pas faire un arrêt cardiaque? Si. Ou juste mais même le chirurgien, il m'a dit, mais comment ça se fait que tu as envie? Je suis en vie. Ouais, parce que lui, il doit avoir fait de l'association de la main, comme tu dis, droite en premier ou gauche en premier? Gauche en premier, puis il doit avoir vu ça, puis c'est comme une chance sur un million. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, mon pied était quand même en mauvais état, puis il m'a dit, si, admettons, au réveil, tu n'as plus de pied, c'est que, en fait, ton pied est mort. J'étais en genre, c'est génial. Et moi, avec le grand smile, avec la morphine, j'étais en mode genre, faites ce qu'il faut faire. Non, let's go. Donc, la réponse n'était pas genre, fais ce que tu peux pour le sauver. Genre. Non, moi, je pense qu'aussi, il y a mon point aussi de résilience qui fait que, tu sais mieux que moi ce qu'il faut que tu fasses. Je suis en mode... Tu fais confiance au système. Là, au bout d'un moment, là, moi, j'ai pas les cartes en main. Donc, c'est toi qui les as. Et donc, je me réveille et là, je me dis, chouette, j'ai encore mon pied, c'est trop cool. Wow. Puis là, il arrive, il me dit, l'opération s'est super bien passée, mais on a une autre mauvaise nouvelle, c'est que vous avez la Covid. C'est génial. Trop drôle. Et donc, la France ne me voulait pas. Parce que... mais oui. Le comble. C'est ça. Et la France m'a dit, non, tu fais tes 14 jours en quarantaine et puis après, tu reviens. Parce que sinon, c'est pas drôle. Puis ça a-tu dépassé la date de ton retour, en fait, ou t'étais correct? Non, mais j'avais pas de retour, mais c'est juste que l'assurance mais il fallait juste voulait que tu pas me... après, genre. C'est eux qui s'en occupent. C'est un rapatriement qui fait. OK. Mais après le 14 jours. Ouais. OK, c'est ça. Ah oui, non, il y avait aucune possibilité. Et puis j'ai fait une sérologie, j'ai fait 10 tests PCR. Une séro quoi? Une sérologie, c'est mettons une prise de sang pour savoir si tu as des anticorps. Okay. Et moi, j'avais pas d'anticorps. En fait, c'était un faux test positif. Oh non! Ouais, et donc la France, ils étaient en genre non, mais c'est pas possible, ça existe pas et tout. Ouais, mais tu sais, c'était vraiment aux prémices de la Covid, personne savait quoi, tout le monde était en panique, tout le monde était en mode genre. C'est le zombie apocalypse. Et on a tellement réagi comme ça, je trouve, en plus. Là, oui, que maintenant, quelqu'un qui a la Covid, c'est il a une grippe, puis oui, c'est tout. Mais après coup, tu te dis, genre, je pense qu'on a clairement appris de nos erreurs là-dessus. Mais bon. Ouais, mais bon, ça on pourrait faire un autre débat. Truc, je pense que. Ouais, c'est ça. Mais non, après, en fait, je suis rentrée parce que l'assurance, ce qui est bien, c'est qu'il t'envoie un médecin qui vient te chercher et qui te rapatrie dans l'hôpital. OK. Mais moi, c'était bien. Le chirurgien du Mexique était en mode genre, on te rapatrie dans un avion commercial. Donc, j'étais en business class. Avec ma bouteille d'oxygène, avec mon truc d'urine. C'est parce que dans la classe économie, avec plein d'équipements, ça marche pas. Là. Oui, mais normalement, t'es rapatrié dans un avion sanitaire. Ah, OK. Donc, un avion sanitaire, c'est quand même une chambre d'hôpital, mais en avion. Ouais, OK. Et donc, lui, il me disait, mais ils sont fous. Je veux dire, tes blessures, elles sont pas guéries. Tu peux être infecté. Tu sais, c'est quand même, il y a beaucoup de microbes.
Mais bon, je suis arrivée à bon port et tout. Et quand je suis arrivée, ils m'ont dit, non, tu vas aller en quarantaine. J'ai dit, mais j'ai pas la Covid. J'ai déjà fait la quarantaine. J'ai déjà fait la quarantaine. Donc, j'ai dû faire encore 10 jours. Non, parce dans l'aéroport? Non, à l'hôpital. Mais sauf que pendant 10 jours, j'ai été un peu en mode stand-by sur des opérations qui sont quand même urgentes. C'est quand même, t'es à vif, tu peux avoir des infections, tu peux Fallait que tu restes là anyways. Bon. Faut que tu peux faire une septicémie, ça s'appelle, une infection du sang, et puis tu peux mourir. Okay. Mais eux, ils étaient là, genre, non, mais la Covid, c'est le plus important. J'étais en mode genre, je suis pas certaine. Ça représentait pas mal l'époque où ils connaissaient pas encore c'était quoi. Ah non, mais moi, j'ai des photos où mes proches, ils arrivaient en combinaison d'astronaute. Ah ouais, c'est ça. Ouais, j'étais en mode genre, oh wow. Moi, quand j'étais au Mexique, j'étais derrière des plexiglas, genre 3 blocs. Ouais, c'est ça. Et j'avais beau crier, personne m'entendait. Hein. Ouais, bon, laisse faire. Puis après coup, c'est quoi qui t'a aidé le plus dans ta réhabilitation là-dedans? Je pense que le fait que tout le monde soit confiné. OK. Moi, je me suis dit, si tout le monde fait rien, moi, je rate rien, en fait, finalement. Oui, je suis à l'hôpital, mais en fait, mon amie, elle fait pas plus que moi que regarder son téléphone. Tout le monde est à l'hôpital rendu là, ou en train de... Si moi j'ai pas de fun, personne n'a de fun. Mais non, mais c'est là, genre, je rate pas de festival, je rate pas la vie de tous les jours en mode mais tout le monde est déjà en train de regarder des séries Netflix comme toi, genre. Exact, je me dis, on est au même stade, en fait, finalement. Moi, je suis dans un lit d'hôpital, mais on va dire que je dirais que c'était la meilleure période d'être en convalescence. OK, mais ça, c'est mentalement, mais qu'est-ce qui est genre physique? Y a-t-il d'autres choses qui t'ont aidé, genre? Physiquement... Parce que ça n'a pas été les étapes les plus comme... C'était pas l'étape de te faire rapatrier, prendre l'avion, les trucs. C'est pas les étapes classiques que tu supposé. Si t'avais déjà été en France, t'aurais pas vécu tout ça. T'sais. Ouais, mais je pense qu'en fait, tu t'assimiles pas parce que moi, tous les 2 jours, j'étais en bloc opératoire. Tu sais, la vie, elle y va et tout. Donc, t'arrives pas à assimiler ton espace temporel. Okay. Il n'existe plus. Parce que je pense qu'aussi, on est shooté par les médicaments. Il faut savoir que moi, j'ai eu 11 anesthésies générales. Oh, damn! En 1 mois et demi. OK. Donc, à peu près tous les 2 jours, j'avais une anesthésie générale de environ 4 à 8 heures d'opération. OK. Donc, tu sais, c'est des grosses opérations. Puis ça... Tu sais, ton corps, je pense qu'il a juste besoin de... Mais tu te rappelles quand même des traitements ou... Ouais, je me rappelle des traitements. Je me rappelle qu'on m'a enlevé des agrafes parce que, bien sûr, quand tu as beaucoup de blessures, ils vont pas trop coudre parce que c'est trop long. Okay. Donc, ils t'agrafent comme tu agrafes ton poster sur ton mur, tu vois. Ouais, mais j'avais une amie qui était infirmière, excuse-moi, elle est encore infirmière, là, mais qui disait qu'elle aimait ça, enlever ces broches-là. Là, puis mais c'est horrible. Ouais, je sais, puis en plus, j'étais comme, OK, on n'a pas le même travail, puis pas les mêmes envies. Wow. Et moi, on me les a enlevés à vif, sauf que ça fait extrêmement mal. Moi, j'étais en mode genre, non, en fait. Et en fait, je pense que le plus... 11 anesthésies, une 12e rendue là. Ouais, mais en fait, je pense que ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est l'humain. L'humain? Entre les chirurgiens et moi. Dans le sens où, je dirais pas que, tu sais, chacun a ses compétences, chacun a énormément fait du bon travail. Et franchement, je pense que niveau compétences, rien à dire. Ouais, compétences, rien à dire. Mais savoir-être, moins le fun, genre. Ouais. Exact. Pas pour le Mexique. Le Mexique, je pense qu'il a pris énormément d'empathie pour moi parce que j'étais une jeune. Je lui faisais penser à la famille. À sa famille, à ses filles et tout. Donc, c'est vrai qu'il a pris énormément d'empathie. Puis, tu sais, il venait après 8 heures d'opération, il venait à 1h du matin dans ma chambre pour savoir si j'allais bien. Tu sais, il prenait vraiment de son temps. Et moi, j'ai vraiment pas eu ça en France. Puis, tu sais, au bout d'un moment, il savait que j'étais rapatriée à une certaine heure. Il est sorti du bloc opératoire pour venir transmettre toutes les informations aux médecins pour pas que, genre, il y ait d'oubli. Tu sais, genre, il était vraiment extrêmement investi. Puis, j'étais en mode, genre, oh, wow, j'ai eu la meilleure des expériences. C'est pas une bonne expérience, mais tu sais, dans le sens où ça a rendu moi, j'avais l'impression que j'étais dans un hôtel, tu vois. J'étais en mode, genre, tout le monde était à mes petits soins. Au Mexique, tu parles? Ouais, au Mexique. Okay. Mais pas en France. En France, c'est pas le même vibe. OK. Ça a coûté 100 000 à l'assurance. Donc, finalement,
étant le matin, on m'appelait pour savoir qu'est-ce que je voulais déjeuner. J'étais moi, genre, mais super, c'est room service, quoi, le truc. Mais non. Ça, c'était au Mexique, donc moi, j'étais ultra choyée. J'étais en mode genre, c'est super cool. Je m'attendais pas du tout à ça dans un pays, on va dire, je dirais pas en sous-développement, mais genre en développement, tu sais. Mais c'est sûr qu'il fallait aller dans un hôpital privé où tu banques, là. Et donc, pourquoi ça a coûté cher à l'assurance. Exact, ça a coûté 100 000 €, donc, pour 2 semaines. Incluant les billets d'avion. Oui, mais aussi les traitements en France. Non. Ah, juste au Mexique. Juste 2 semaines d'hospitalisation au Mexique. Oh, ouais. Ouais. Non, ça... C'est pour ça que prenez des assurances. Ouais, genre... OK, tu recommandes. Vraiment, tu sais. Le pire, c'est que mes deux derniers voyages, j'en ai pas pris. Ouais, ben, genre, tant mieux que t'as rien eu, mais tu sais, moi aussi, j'étais partisane de... Ça sert à quoi, l'assurance? Ça a changé de... J'étais en mode, finalement, je pense que c'est vraiment cool. Mais non, mais en fait, quand moi j'étais en France, quand on m'a enlevé les agrafes, je pleurais de douleur. J'étais en mode genre, mais ça me fait mal. Et l'infirmière était en mode genre, mais il faudrait peut-être arrêter. Vous voyez pas qu'elle est en souffrance et tout. Et c'était une interne et elle était trop en mode genre, mais de toute façon, là elle fait des caprices. Non, mais je fais pas des caprices. Manque d'empathie. Ouais, vraiment manque d'empathie. C'est comme si... je comprends que être chirurgien, il faut avoir des épaules. Tu sais, genre, c'est pas donné à tout le monde. Faut avoir le sang-froid, ouais. C'est ça, mais il y a une juste mesure. Tu sais, dans le sens où moi, j'étais en mode... Un peu de jugement, genre, ouais. Exact, tu sais, t'as pas besoin... Exact, t'as pas besoin d'être sur ton piédestal et de dire, mais moi, je sais tout, toi... Souffre, puis on s'en fout, là, ouais, souffre, et puis on s'en balance, tu vois. J'étais en mode, non, moi, ça m'intéresse pas. Et donc, moi, j'ai eu plusieurs opérations, on va dire que j'ai eu plusieurs, comment dirais-je, tentatives de « Ah, on va peut-être t'amputer !»« Ah non, finalement, t'as réussi à qu'on t'ampute pas !» Donc, c'était un peu la roulette russe. Et en fait, au bout d'un moment, j'avais mon index de ma main gauche où il m'a dit « Ah bon, là, on te fait un lambeau. » Donc, un lambeau, c'est vraiment on prélève un morceau de ton muscle avec des vaisseaux et de la graisse pour refaire une reconstitution de mon tendon. Donc, pour vraiment avoir la flexibilité de mon index. Et donc, ça n'a pas fonctionné, tout ça. J'ai eu des vrais sangsues sur moi. J'étais en mode genre, c'est génial. À 1h du matin, on me dit, on va te faire une cage à sangsues. Moi, je dis, c'est quoi? C'est genre une machine. Non, des vrais sangsues. Et après, moi, j'avais des sangsues qui se trimballaient dans mon lit parce que quand elles sont repues, elles tombent. Ouais, c'est ça, elles parce qu'ils ont fini, ouais. Elles ont fini leur travail. Ils roulaient tranquille. Genre. Voilà, c'est ça. Et moi, j'étais en mode genre, c'est génial. C'est une petite bonne compagnie. Et donc, ça n'avait pas fonctionné. Et du fait que ça n'a pas fonctionné, il a dit, le souci, c'est que vous êtes trop mince pour qu'on vous refasse un lambeau, prélever de la graisse. La deuxième option, la première option, ce serait de la refaire, mais là, c'est pas le cas. Il y a 0,1% de chance que ça fonctionne. Puis l'autre, c'est l'amputation. Et l'amputation. C'est ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça, exact. Et moi, je me suis dit, voilà... c'est fait. On va faire l'amputation. Et puis là, il était en mode, oui, parfait. Demain, on va vous amputer. C'est la meilleure des décisions que vous avez pu faire. J'étais en mode genre, ok, d'accord. Et après, il me dit, alors, on va vous faire une anesthésie locale. Et moi, j'ai dit, non, on va pas faire une anesthésie locale. Monsieur, on va faire une anesthésie générale. Et là, il me dit, oui, c'est vrai que le bruit de la scie pourrait vous déranger. Oh, non. C'est ça. Donc, voilà, le niveau d'empathie, et c'était vraiment... Il n'y avait aucun... puis après mon opération, il me montre mon doigt, mon doigt coupé. Il me dit, vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de sang. Je fais, vous savez, vous pouvez vous les garder pour vos archives. Moi, je pense que déjà, il faut que je fasse le deuil de ne plus avoir de doigts. Tu sais, je suis juste en mode... c'est vrai qu'ils n'arrivent pas à avoir de tact. Les quasiment disaient, tu veux-tu dire tes derniers mots, genre. Exact. Et moi, j'étais en mode genre... Pas approprié, monsieur. C'est ça, j'étais en mode genre, le tact, ça n'existe pas très... c'est pas très fort chez vous, donc c'est vrai que... Fait que ton rapport avec les médecins, maintenant, il est-tu un peu changé, genre? Ou, c'est vrai que j'ai de l'appréhension. C'est vrai que quand je vais à l'hôpital, c'est jamais la joie. Là. Je suis en mode, qui aime aller à l'hôpital? Personne, je pense. Non, après, je pense que je suis pas, mettons, dans le sens où une mauvaise expérience va entacher
tout le reste de mes expériences. C'est pas tout le monde qui... Tu sais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on va dire... T'as eu un bon exemple, parce qu'au Mexique, c'était pas le cas. Genre. Exact. Mais des fois, je suis un peu sceptique. Je suis un peu sur mes gardes en mode, bon, est-ce que lui va m'envoyer une punchline ou il va être sympa, il va être altruiste un peu. OK. C'est la roulette russe pour... tu sais pas sur qui tu vas tomber, là, en général. Là, mais, exact. Okay, mais ça, c'est ton expérience. Ouais, c'est ça. Okay. Exact. Puis maintenant, est-ce que ton rapport à ton corps, ça l'a changé depuis ton incident? Comment tu te perçois? Aucunement. Franchement, après, moi, j'ai fait 3 mois de rééducation. Donc, il faut savoir que quand on est alité, c'est-à-dire qu'on est dans le lit pendant des mois, on ne sait plus marcher, on ne sait plus manger, on ne sait plus rien faire. Peu importe c'est quoi l'incident. Non, ouais. Ben, en fait, c'est fou, mais nos automatismes de chaque matin de nous lever, ça nous évite de perdre le mécanisme de marcher. Et ça, moi, je le savais pas. Moi, je me suis dit, je suis alité 1 mois et demi. Je vais remarcher. T'auras perdu du poids, puis c'est tout, genre, au pire. Exact. Et franchement, j'avais l'impression de refaire mes pas. Je me rappelle pas quand j'ai marché pour la première fois, mais c'était ça pareil, genre. C'était ça pareil. J'étais en mode oh waouh. Quand j'allais aux toilettes, il fallait que je sois accompagnée. Quand je devais manger, mais oui, quand je voulais me doucher, il fallait que je sois accompagnée. J'arrivais pas à rester debout, j'arrivais pas à faire des gestuels. Ben, surtout aussi, mon bras gauche était quand même pas très flexible. Mais c'est vrai qu'en fait, quand tu ne pratiques plus, en fait, ton corps, il oublie. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de tout le temps entretenir, en fait. On dit que c'est acquis, mais en fait, rien n'est acquis. Ouais. Mais comment t'as vécu ça? Genre, quelqu'un qui devait te laver? Après, t'as les infirmières qui le font. Après, des fois, il y a mes parents qui le faisaient. Mais c'est plutôt dans le corps médical. Mais c'est vrai que ton intimité, c'est zéro. T'es là, il y a tout le monde qui arrive. T'es en jaquette, tu pues l'anesthésiant. Tu pues tes plaies ouvertes, t'es là en machin, c'est génial. Mais c'est vrai que c'est pas... Ben, tu sais, c'est là où tu te rends compte que rien n'est acquis dans la vie et que tu penses que des fois, en fait, des choses simples, tu sais, manger, tenir une fourchette, c'était impossible pour moi. Ben, j'ai mon ami Alex de mon premier podcast qui, elle, c'était quand elle est tombée dans l'escalier, puis elle s'est ouvert le bras au complet, puis ça a été, tu sais, de réapprendre à avoir de l'appréhension avec ses pouces et tout. Tu sais, en fait, les micros, tu sais, le fil qu'on branche, ben, tu sais, au début, elle avait de la misère, elle me dit, il faut que tu les fasses, puis de plus en plus, elle réussit à les cliquer. Mais c'est un peu ça, genre, tu sais, c'est ça, c'est... moi, j'ai dû réapprendre, après mon mois et demi à l'hôpital, j'ai fait 3 mois de rééducation. Donc là, c'était avec l'ergo, la kiné, des massages. Mais j'avais l'impression d'aller en cours, quoi. À 8h, il fallait que je me lève. À 8h30, il fallait que j'aille à la classe d'ergo pour faire tel truc. Et je rentrais à 18h, mais j'étais éreintée. J'étais en mode genre, waouh, j'ai l'impression d'avoir fait... parce qu'en fait, comme pendant 1 mois et demi, t'es en mode végétatif, là. Tu te reposes, tu t'exercices, tu te reposes, tu manges, tu fais la même chose. C'est ça, et en fait, quand ton corps a dit, moi, on m'a enseigné ça de rien faire, la moindre chose que tu vas faire et que tu vas solliciter, surtout qu'en plus, quand tu rapprends quelque chose, ça te met encore plus de temps là, t'as une appréhension, là, t'es genre, aujourd'hui, il faut que je lève un verre d'eau, genre, c'est ça, pas de travailler, genre. Exact, mais c'est 2 fois plus d'énergie, c'est comme quand t'apprends une langue. C'est quand tu sors d'un cours de langue. J'apprends le viet en ce moment, puis c'est tough, là. C'est ça, t'as une migraine à la fin, t'es en mode genre, j'ai senti que j'ai travaillé. Donc, c'est super important. Maintenant, est-ce que c'est un peu comme ça que tu dans la vie de tous les jours, tu te dis genre, je suis vraiment contente que... Genre, tu prends plus les choses pour acquis maintenant? Tu sais, c'est là où je pense que ça te fait comprendre qu'il faut être reconnaissant de la vie, que, tu sais, tout tient sur un fil. C'est vrai que... après, c'est le mental. Genre, il y a beaucoup de physique, mais je dirais qu'il y a 30% de physique et le reste, c'est du mental. Durant la réhabilitation ou encore maintenant? La réhabilitation. Là, maintenant, c'est comme si j'avais tout réappris. Ça fait quand même... Ça va faire 6 ans cet été. Mais à partir de quand tu te dis que tu te sens comme maintenant en ce moment? Genre, ça t'a pris vraiment combien de temps avant de moi, le fait que je sois quand même très résiliente et que j'étais en mode genre là, faut que j'y aille. Là, genre, j'ai pas le temps. Moi, ça m'a pris 6 mois. Ah, ok. Je pensais qu'il y avait genre 4. Genre, non. Après, ça dépend de tellement de personnes. C'est sûr que, mettons, moi, je voyais des personnes qui étaient en centre de réhabilitation. Ça faisait 1 an qu'ils étaient là, puis
je minimise pas leurs blessures ou tout ça, mais on va dire que de superficie, ils avaient une plus petite blessure que moi. Ouais. Puis c'est là où tu te rends compte que c'est vachement le mental, parce que la fille, elle était dépressive. Et en fait, veut pas... Ça joue sur la réhabilitation. Là. C'est ça, exact. Ça enlève rien que c'est pas valide, mais ça joue sur combien de temps tu vas rester là quand même. Exact. Et surtout que, tu sais, ton cerveau, c'est... Il te fait faire de tout. Mais tout le monde réagit différemment. En fait, exact. C'est sûr que si, admettons, t'as pas un mental... tu vas moins bien t'en sortir. C'est triste à dire, c'est une réalité. Mais on va dire que le cerveau est vraiment puissant. Si, admettons, t'es positif et que tu dis que tu vas y arriver, c'est comme moi, admettons, parce que moi, on m'a coupé des nerfs. Mes nerfs ont été sectionnés, donc tout ce qui est nerfs, ça veut dire que c'est la sensibilité, c'est faire la pince, c'est vraiment genre faire des mouvements de rotation. Fine, exact. Et sauf que quand t'as pas ça, tu peux te brûler, tu peux te couper parce que tu ne sens rien. En fait. C'est ça. Mais là, t'as la sensation. Là. Mais moi, je l'avais pas au début. OK. Et donc, tout le monde était en mode genre, non, mais tu sais, ça repousse presque jamais les nerfs et tout. Moi, j'étais en mode genre, mais si, ça va repousser. Genre, faut arrêter d'être tout le temps dans le négatif. Oui, il y a des cas, il faut pas faire une généralité, mais oui, il y a des cas où genre ça repousse pas, il y a des cas ça repousse. T'sais. Mais toi, tu prônais le positivisme, genre, être optimiste. C'est ça. Tu penses que ça a joué là-dessus, genre sur la réparation? Je pense, parce que tu sais, c'est aussi, comme moi je dis toujours, dans ta panière de fruits, si, mettons, il y a un fruit qui est négatif, ça va entacher tous les fruits qui sont autour. Mais c'est exactement la même chose, tu sais, dans le sens où si, mettons, t'apportes du positif à ton cerveau, il peut que donner de la bonne énergie et il peut dire, bon, là, j'ai envie de réparer. Ouais, exact. Moi, ma psy, elle me dit tout le temps, je dis, je trouve qu'en ce moment, il y a plein de bonnes choses qui arrivent dans ma vie. Puis elle me dit, non, ces bonnes choses-là, ça n'arrive pas à cause que c'est la vie ou la chance. Elle dit, tu prends des choix. Puis ces choix-là, c'est juste le résultat des bons choix. Là. Exact. Donc, tu sais, c'est vachement le mental et c'est se dire, il ne faut pas lâcher. Après, il y a... on est tous humains, il y a eu des moments où oui, j'ai pleuré, oui, j'étais en mode genre j'ai envie d'abandonner. C'était pas facile, non, c'était pas facile. Mais je pense que le fait que 80% j'étais positive, ça a aidé dans mon évolution, dans ma reconvalescence. Donc, c'est ça. Puis maintenant, comment tu vis le regard? Parce que le pire, c'est que moi, j'avais même pas remarqué qu'il te manquait un doigt, en fait. Là, genre, la soirée avec Eva, que t'as dit, oui, j'ai 3 doigts. J'étais genre, quoi? je savais même pas. Après, je pense qu'aussi, c'est... moi, j'ai cette chance-là où, depuis jeune, je m'en fiche du regard des autres. Donc, tu sais, ça a été une force qui a été cultivée depuis mon plus jeune âge. Donc, c'est vrai que moi, j'étais en mode genre, là, je suis en vie. Tu sais, genre, mes cicatrices, elles sont là. Et puis, c'est superficiel parce que t'es en vie, en fait. Exact. Genre, puis, il faut savoir que... Ouais, c'est ça. Et il faut savoir qu'on est souvent le miroir, on attire ce qu'on est, tu sais, dans le sens où, c'est, mettons, t'es positif et que tu t'acceptes comme t'es, les gens, ils vont juste voir ça, en fait. Et je pense qu'aussi, le fait que, tu sais, on me dit souvent, je suis solaire et tout, tu sais, tu vas pas forcément le voir parce que je suis pas là à faire ma victime, je suis pas là à dire ah mais moi je suis handicapée, moi je peux pas faire ci, je suis pas là à me restreindre aussi parce que tu sais, ça t'aide pas non plus pour ton évolution. Mais ça va plus dans la même mentalité que tu disais là, d'être positive en fait. Exact. Mais en fait moi j'ai plus attiré de personnes, admettons de garçons. J'ai plus daté en ayant mes cicatrices que de pas les avoir. Parce qu'ils étaient en mode genre, non mais il y a un truc qui ne matche pas. Genre, on voit que tu as plein de cicatrices. Genre, on voit que on dirait que tu as fait la guerre là, mais tu as un smile genre rayonnant. Genre, on comprend pas. Tu sais, souvent, mettons, les personnes qui ont eu un vécu quand même, c'est un stéréotype là, j'aime pas dire ça, mais qui ont eu quelque chose qui est quand même très difficile, le vivent mal et donc on le ressent. Et là, on sait que la personne vit mal peut-être son handicap ou son accident. Donc... on infantilise un peu les gens qui sont comme oh non, excuse-moi, nanana, t'es arrivé, puis il y a des gens qui sont comme j'ai pas besoin de ça en fait, genre de ce regard-là, genre. Et donc tu sais, c'est un peu le regard malaisant parce que tu sais pas comment trop te comporter et puis les personnes ils disent ah mais c'est la première fois qu'on voit quelqu'un qui est totalement en adéquation avec ce qu'elle vit, mais on voit que t'as quand même la vie
Ça t'empêche, ça t'as clairement vécu cette expérience-là. C'est ça, genre, tu sais, la vie t'en a pas épargné, tu Ouais, vois. exact, Et donc en fait, ça a toujours été, c'est marrant parce que toutes mes catchs ou les personnes qui flirtent avec moi, c'était en genre, oh, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouais. Puis c'était vraiment le début de la conversation, puis après, ça allait dans tous les sens, là. Mais c'est vrai que j'ai attiré beaucoup plus en ayant des cicatrices, parce que je pense qu'aussi je les acceptais, puis ça se ressentait. Et tu sais, quand t'acceptes qui tu es, je pense que ça... C'est ça qui fait que tu rayonnes plus d'être toi-même, en fait. Genre. Exact. Et je pense que ça attise la curiosité en disant, malgré la noirceur, on peut y retrouver du positif, tu vois. Donc, je dirais que moi, ça m'a apporté plein de connaissances, plein de belles rencontres, sans que je fasse plus ou moins. Genre, c'est ça. Tu sais, j'étais juste en mode genre, je vis ma vie, puis c'est tout. C'est puis un beau même témoignage, my God, merci. Ouais, c'est ça. Puis maintenant, qu'est-ce que tu voudrais que les gens comprennent de ton expérience à travers ça? Ça serait quoi la leçon que tu dirais sans la vivre, mettons? Parce que tu souhaites pas ça à personne. Non, c'est ça. Mais je pense que je pense que la moi, comme j'ai été adoptée, tout ça, donc j'ai quand même eu un passé qui était quand même assez difficile. Et je pense qu'on se complique trop la vie, tu sais, on a métro, boulot, dodo qui est quand même des obligations qui fait que des fois t'as pas envie d'être là, t'as pas envie de faire ci, t'as pas envie de faire tes tâches ménagères, et je pense qu'il y a déjà cette obligation de la société qui fait qu'on les a sur les épaules. Je me dis, si on est encore plus rigide avec nous-mêmes, genre c'est quoi la vie finalement, tu sais, genre est-ce que c'est en fait tu travailles pour vivre ou tu vis pour travailler, tu sais, c'est vraiment cette balance là. Et moi j'étais toujours un atome libre et j'étais en mode genre tu sais, genre je pense que je suis beaucoup enchaînée sur des choses que je n'ai pas le contrôle. Tu sais, peut-être le fait de vraiment vivre pleinement et de m'en foutre des choses et de ça te fait réaliser que les choses en fait sont moins grave qu'on pense. Exact. Genre, après avoir vécu un truc grave. Tu sais, t'es là en mode genre, en fait, tu relativises et d'être reconnaissant et de pas toujours être parfait, de pas toujours rentrer dans des cases. C'est aussi bien. Tu sais, c'est comme, moi, j'ai jamais bu, j'ai jamais fumé. Puis j'étais en mode genre, non, je vais pas le faire pour tes beaux yeux, parce que t'as envie que je sois dans le même état que toi. Il faut avoir une maison, il faut faire ci, nanana. Est-ce que ça te rejoint dans qui tu es? Non. Et je pense que c'est ça. Ça tente-tu de faire ça? Fais ça. Pas ce que les gens te disent qu'il faut que tu fasses, en fait. Exact. Tu sais, genre, je pense qu'on a beaucoup d'obligations dans la vie qui nous dépassent et qu'on est obligé. Tu sais, c'est quand même moi. À un moment donné, il faut manger, là. Exact. Il faut payer les factures. Mais je pense que dans ce tourbillon-là de la vie, il faut pas s'oublier. Et je pense que il faut toujours avoir un peu un... Tu sais, moi, je m'émerveille un peu de tout et de rien, de me dire, tu sais, c'est pas grave, il y a pire. Oui, tu peux vivre ton émotion, et je pense que c'est ça qu'il faut aussi être vrai avec toi-même, c'est tu vis ton émotion. Si t'es triste, t'es triste. Mais d'être reconnaissante que tu le vis. Exact, mais ne pas s'apitoyer sur son sort, parce que, en fait, tu t'es là en mode genre, il y a tellement de choses à découvrir, il y a tellement de choses à vivre. Je me dis, c'est tellement bête de toi-même te mettre des chaînes, tu sais. Et moi, comme je dis, ton pire hater, c'est toi-même. Ouais. Et tu sais, je suis en mode genre, si, admettons, tu peux pas être indulgent avec toi-même et prendre soin de toi-même, personne va le faire à ta place, parce qu'il y aura toujours des haters, tu sais, dans la vie. Et c'est pour ça que je pense que moi aussi, j'ai un peu cet aspect-là de la vie où c'est pas grave. Tu sais, je dis souvent, mais c'est pas grave, il y a pire. Et c'est vrai, il y a pire. Et je pense que le fait de relativiser et de prendre toujours un pas de recul, je dirais que c'est ça, le mantra. C'est mais c'est ça, mais comme, sais-tu ces questions-là, comment tu fais pour être dans le moment présent puis être dans justement cette balance-là entre j'ai vu quelque chose de difficile, mais il faut rester positif. Genre, ce que tu... je pense que... Tu sais, quand tu sors de choses quand même très traumatisantes dans ta vie et que tu compares, tu dis, quand tu compares, tu te soulages. Genre, c'est... Et je pense que... c'est ce que je regardais avec ma psy, et là, on a déconstruit un paquet de choses sur ma vie et tout. Quand tu es en instinct de survie, tu vas tout faire pour être accepté. Tu vas tout faire pour être positif. Tu vas tout faire pour...
sais, moi, j'étais un peu dans un cadre où j'ai peur de l'abandon encore parce que on m'a abandonné. Donc, inconsciemment, mon cerveau a dit, OK, il faut pas que tu te fasses abandonner, il faut tout le temps que tu sois positif, il faut tout le temps que tu drives, il faut tout le temps que... C'est un mécanisme de protection, en fait. De protection. Et il faut tout le temps que tu drives, il faut tout le temps que... c'est comme ça que tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Et en fait, quand tu es dans un instant de survie, tu te dis, OK, tu peux pas penser à 1000 choses. Faut que tu survives. Ouais. Et je pense que moi, en fait, c'est de mon expérience. Tu sais, moi, je devais être la fille qui était souriante. Je devais survivre pour ceux qui n'avaient pas survécu. Tu vois. Ah ouais, ok, je comprends. Et donc, c'est vrai que d'avoir ce poids-là de la survivante, c'est beaucoup aussi. Mais tu sais, c'est... Comme on dit, le cerveau, ça s'habitue. Ouais. Et puis quand moi, ça fait depuis petite, moi, je savais pas que c'était un problème, si tu veux, qu'il y avait des répercussions sur ma vie. Et là, on a tout déconstruit avec ma psy et tout. Mais c'est vrai que le fait de dire, en fait, tu portes tout ça, il faut tout le temps que tu sois parfaite. Ça commence à être lourd sur les épaules. Ça commence à être lourd, mais j'ai aimé ça aussi. C'est bête, hein, mais c'est comme si je m'auto-flagellais. Mais... j'aimais le fait d'être ultra positive parce que c'est ça qui me mettait la tête hors de l'eau et c'est ces mécanismes-là qui m'ont... te mettait positive. Genre. C'est ça, qui m'ont fait cheminer et que je suis la personne que je suis actuellement, tu vois. Mais c'est vrai que, tu sais, là, on est en train de tout déconstruire. Puis moi, j'étais quelqu'un qui était très peu triste, j'étais quelqu'un qui était très peu en colère. Naturellement positive. Genre. Très, très positive. Et puis, en fait, je me disais, en fait... c'est bien d'être positif, mais c'est bien en fait d'avoir un équilibre. Parce que là, mettons, je vis qu'est-ce que c'est la colère, qu'est-ce que c'est la tristesse. Genre, je ne connaissais pas. Avant l'expérience avant l'incident Non, après, ça fait 6 mois que j'ai déconstruit. Ok. Donc, c'est tout récent. Et c'est là où je me dis, oh, waouh. Prise de conscience de ses émotions, en fait. Prise de conscience de ses émotions. Et c'est là où je me dis, oh, waouh, c'est fort les émotions. Et c'est fou comme quand t'es survivante, tu obstrues tout ce qui peut être négatif pour toi. Ouais. Et c'est ça. Et en fait, c'est drôle parce que je dirais pas que j'ai fait une dépression aucunement, mais je savais pas quoi faire avec mes émotions, tu vois. Et c'est que maintenant que ça commence à stabiliser. Et je disais à mon fiancé, j'étais en mode genre, oh, ça me manque d'être joyeuse. Ça me manque d'être positive. Ça me manque d'être la fille qui était insouciante. Parce que toutes mes émotions, je les ai prises dans la figure. Parce que c'est comme si, admettons, je refaisais une adolescence, si tu veux. Ignorance is bliss, puis ça te manque, genre. C'est ça. Ouais. Et en fait, c'est là où je me dis, waouh, en fait, là, j'ai comme tous les déchets de la vie, tous les trucs négatifs, mais en fait, ça porte sur les épaules. Et en fait, ça porte plus sur les épaules que, genre, d'être tout le temps positive, tu vois. Mais tu te sens pas une prise de contrôle aussi, d'en prendre conscience aussi? Si, tu sais, c'est super cool parce qu'au moment, ça veut dire que je suis en développement de moi et tout. Ouais. Mais c'est vrai que j'aimais beaucoup cette personne-là finalement, tu sais, parce que des fois, tu veux déconstruire des choses, mais des fois, c'est là où tu t'ennuies de ton enfant, genre, intérieur. Tu sais, je suis en mode genre... Et c'est là où je me dis, en fait, c'est grâce à ce positivisme initial, genre. Que j'ai réussi à tout bravir, en fait. Si tu l'avais pas, peut-être que ça serait passé différemment. C'est ça. Et tu sais, au début, on me disait souvent, ah, Pariana, t'es trop solaire, Pariana, t'es trop ci, t'es trop ça. Mais tu sais, en fait, je reflétais leurs insécurités. Parce qu'eux, ils aimeraient ça être comme ça, en fait. Exact. Et en fait, c'est là où j'ai réalisé que, en fait, je dis pas qu'il faut s'en foutre des choses, mais en fait, il faut pas accorder de l'importance sur des choses qui te bouffent pour rien. C'est comme le stress, l'anxiété, la colère. T'es là en mode... En fait, si tout le monde était heureux, entre parenthèses, tout le monde vivrait mieux. Et puis, c'est grâce à ça que tu bravis les obstacles. Tu sais, c'est être positif et te dire, tu sais, genre, oui, aujourd'hui, ça a été peut-être une mauvaise journée, mais tu sais, demain, ça ira mieux. Mais en fait, c'est relativiser sur, OK, tu sais, genre... C'est vraiment grave, tout ça. Mais en fait, tout est en mouvement. Rien n'est inscrit dans le marbre. Tu sais, c'est genre... Le positif comme le négatif, en fait. Exact. Tu sais, rien n'est acquis. Tu sais, le seul moment qui est à toi, c'est le présent. Le futur, c'est pas à toi. Le passé, il est passé. Tu peux rien modifier. Tu revivras pas ça 2 fois, genre. Exact. Tu peux des fois parce que t'as envie de te dire, bon, attends, des fois, il y en a qui retournent avec leur ex. Tu veux savoir si ça valait le coup, mais non, des fois, ça vaut pas le coup. Mais
Mais non, c'est vrai que moi, ce qui m'a sauvée, c'est d'être positif et d'avoir du recul, en fait, sur la situation et d'être reconnaissante, de me dire, tu sais, ouais, aujourd'hui, je suis pas à mon 100%, mais viens, je suis indulgente avec moi-même, viens, je suis douce et je m'apporte... Mais je m'apporte de la douceur. C'est un peu ça que tu le fais, tu te auto-dis ça, parce que tu sais, tout le monde dit ces phrases-là, genre de faut être positif, il faut qu'on se dise ça, puis tu sais, pourquoi il y a des gens qui réussissent pas à le faire, à être positifs, genre, mais je pense que c'est triste à dire, mais c'est que tout le monde n'a pas les épaules, malheureusement. Tu sais, genre, je pense... les outils ou l'environnement non plus. Exact. Tu sais, genre, dans le sens où, et je le souhaite à personne d'avoir vécu ce que j'ai vécu, mais... Tu sais, j'ai fait un constat dans mon entourage, tu sais, c'est que les personnes qui ont peu de vécu, tu sais, dans le sens où une famille... Des défis, genre... Ouais, tu sais, une famille très sweet, très aimante, tout a été très dans fluide. La Watt, comme on dit, vivre dans Watt, là, comme on dit. Tu sais, c'est vraiment, tout a été tout bien programmé, tout ficelé, mais... Tout cuit dans la bouche, comme on dit, aussi. Mais tant mieux, tu sais, mais c'est ces personnes-là qui, malheureusement, font des burn-out, qui font des dépressions, parce que, en fait, tout a été défi, tellement... c'est nouveau, genre, en fait, sauf que le problème, c'est que le défi, ça leur arrive... quand ils sont adultes. Et sauf que c'est vrai que t'as moins de recul et moins de résilience. Parce que t'as pas construit ces outils-là, genre. T'as pas construit, puis t'es là en mode genre, t'es dans la comparaison. Tu te dis, ah, mais moi, je fais pas ça comme les autres, je fais pas si, genre, t'es encore plus, genre, rigide avec toi-même et que quand t'es enfant, t'apprends à vivre avec cette résilience-là. T'es là en mode, bon, c'est pas grave, je vais me débrouiller autrement. On dirait qu'on a plus cette capacité de se dire, ok, c'est pas grave. Tu sais que quand t'es adulte, là, t'as des responsabilités. Là, on dirait qu'il faudrait que tu dois hold tout, tu vois. Et moi, j'ai beaucoup d'amis où leur premier obstacle, que pour moi, mettons, c'est un petit obstacle, mais je minimise pas, tu sais. Non, mais le fait d'avoir vécu, moi, ça me permet de me dire, c'est pas grave. Mais pour elle, c'est une montagne, c'est l'Everest, c'est monter quelque chose qui est insurmontable et c'est une dépression et je trouve ça tellement dommage parce que je pense qu'il devrait tellement y avoir plus de soutien parce que tu sais, genre les parents, tu sais, on dirait que tu sais, on nous pitch là-dedans puis c'est bon courage. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'on n'a pas ces outils-là, tu sais, on parle pas forcément à nos parents de nos défis ou si, mettons, on le parle... C'est tabou c'est un échec. Faiblesses, genre, c'est un échec, t'as pas réussi dans ta vie. Non, tu sais, c'est genre... Et je pense que moi, le fait que j'ai dû aussi me débrouiller toute seule, Et quand t'es enfant, t'es beaucoup plus malléable, t'es beaucoup plus... là, I need to go, genre, j'ai besoin de sortir de ce calvaire. Et donc, je pense que moi, le fait que j'ai vécu ça, heureusement, on va dire que c'est ça qui a fait que... C'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Mais je pense que c'est grâce à ça que j'ai... Puis souvent, beaucoup de gens me disent « Ah, t'es vraiment une vieille âme. » Tu sais, genre, j'ai quand même beaucoup de recul sur des choses aussi. C'est pas être une vieille âme, rendu là. Ouais, kind of, là, c'est... Mais non, c'est vrai que moi, mes expériences ont fait que, tu sais, je me dis, je me rends beaucoup plus loin parce que je sais à quel point je peux descendre très bas. Et je pense que moi, j'ai touché, en fait, le plus bas qui peut être. Et après, j'étais en mode genre, là, je peux pas aller plus bas. Donc, il n'y a plus qu'à remonter, tu sais, mais... Puis moi aussi, en fait, la première fois que je t'ai vu, en fait, c'était sur Insta, avec le vidéo que tu avais fait, là, tu sais, je dis tout le temps la vidéo de « Ah, je suis à terre », là, c'est dans le fond, juste pour l'image, là, en fait, ça va être la couverture du podcast, là, ton image à côté de l'échelle, qui, dans le fond, tu fais aussi du cinéma dans tes hobbies ou ton temps personnel, puis tu avais fait un court-métrage sur, justement, cet incident-là. C'est pas exactement dans le Mexique, là, dans ton court-métrage, mais qu'est-ce qui t'a apporté à faire du cinéma aussi, là? Comment on fait? En fait, c'est très drôle parce que j'ai déconstruit ça il y a très récemment avec ma psy. Ok, ça aussi, c'était dans l'autre déconstruction. Ouais, c'était... Non, mais c'est bien de déconstruire, mais des fois, je pense que j'ai un conseil à dire. Des fois, il faut pas tout déconstruire. Je pense que, tu sais, des fois, on creuse, on pense qu'il faut guérir, mais il y a des choses où je pense qu'il faut choisir ses batailles. If it's not broken, don't fix it, là. Exact, tu sais, je pense qu'il y a des moments où faut pas aller des fois chercher
plus. Ouais. Ben, je veux dire, moi, c'est ce que j'ai vécu. Est-ce que tu revires sur l'anxiété, puis genre le tout ben, en fait, tu revires sur des choses où tu te poses mille questions, puis t'es là en mode, ben... À quoi ça en fait, sert? est-ce que j'en avais vraiment besoin de se poser ces questions-là. Genre, oui, il y a des choses que ça m'a... J'étais en mode genre, oh... ça m'a... J'étais en mode genre, ah ouais, j'étais vraiment sur le cul, tu vois. Mais il y a des choses où je me dis, bah, je pense que... OK. Puis le lien avec le cinéma, excuse. Ben oui, excuse-moi. Le lien avec le cinéma, c'est que, en fait, moi, j'ai toujours été attirée par le cinéma, mais je ne sais pas pourquoi. Okay. J'ai toujours dit, bah, j'aime bien le cinéma, mais j'avais jamais, tu sais, le truc où, tu sais, quand les gens ils me disent... Il y a une raison pourquoi. Oui, voilà, moi je suis médecin parce que j'adore tout ce qui est bricolage dans l'humain, tu sais, genre... Moi, j'étais juste en mode je savais pas où tu t'en allais avec le bricolage. Ouais. Non, mais tu sais, genre bricolage dans l'humain, tu sais, genre... Oui, dans l'humain, oui. C'est ça. Et donc, moi, j'étais en mode genre... Tu sais, j'étais un peu comme l'impostrice, dans le sens où... Imposteur. Imposteur. Ouais, imposteur. Je suis pas la meilleure personne pour corriger en français, je sais pas pourquoi je fais ça. Bon, vous avez compris. Ouais. Syndrome d'imposteur. Bon. C'est ça, syndrome de l'imposteur. Et moi, il faut savoir que moi, ma famille, mon papa, il est professeur à l'université. Donc, lui, c'était quelque chose qui était très... Ma fille, il faut que tu ailles dans une grande boîte, il faut pas que tu ailles dans l'art, parce que l'art, c'est nul, parce que l'art, c'est instable, parce que l'art, ça ne t'amènera pas une vie convenable. Donc... Asian dad, no matter what. Et moi, j'étais en mode genre, il n'y a pas de souci, je vais faire mes études, j'ai fait ma maîtrise en communication, puis après que j'ai gradué, j'étais en mode genre, je m'en vais dans le cinéma, mais je ne sais pas pourquoi je m'en vais dans le cinéma. Et j'ai toujours aimé, tu sais, les récits, tout ça, mais en plus, ce qui est très paradoxal, c'est que je regarde très peu de films. Ah, donc, ouais. Tu sais, c'est pour ça que je suis même pas cinéphile. J'étais en mode genre, je sais c'est pas. pas mutuellement exclusif non plus, t'as le droit, tu sais, je dirais. Mais c'est vrai que t'as un peu cette pression inconsciente de ah ben pourquoi tu fais du cinéma? Ouais. J'ai plein il y a des gens qui ils font des podcasts puis ils en écoutent même pas là, puis ils ont le droit, là. Ils ont juste tu sais, vivre un podcast puis en écouter, c'est deux expériences différentes. Mais je pense que moi, comme ma vie a toujours été de faut que ça fasse du sens. Ouais, parce que according to who en même temps. Ouais, mais tu sais, c'est vrai que tu sais, comme moi j'ai toujours fonctionné comme ça, j'étais en mode on verra ça plus tard. Tu sais, genre Et donc j'ai écrit mes films, tout ça, et en fait ma psy m'a dit mais en fait dans ton mode de survie, tu as c'était une mise en scène ta vie. Ah, what? OK. Ben, tu sais, dans le sens où, en fait, maintenant, à l'heure actuelle, je suis la personne que je devrais être. Mais en fait, pendant toute ma vie, j'ai joué un rôle d'être la fille parfaite, d'être la fille résiliente, d'être la fille qui ne baisse pas les bras, qui a tout vécu, qui n'a pas le droit d'être triste, qui n'a pas le droit d'être blessée, qui n'a pas le droit... C'est pour ça qu'on dit tout le temps que tout le monde met des masques. Mais t'en as mis un tout le long de ta vie. Exact. C'était ce masque-là, mais moi, j'étais en mode ah ouais, vraiment. Mais ça a du sens parce que c'est vrai, parce que après, tu sais, genre avec, comme on dit, on choisit pas sa famille. Mais moi, mes parents ont été très durs, ils ont été très dans l'excellence, dans le. Tu sais, moi, ils m'ont pitié au Canada. Ils t'ont imposé les choix que tu voulais pas nécessairement faire. Exact. Tu sais, moi, ils m'ont donné un billet d'avion, puis ils m'ont dit allez, va au Canada. OK. Voilà. Ah, t'es pas à non, Montréal pour son propre grill. Non. Okay. Et donc, moi, j'ai fait des études que je ne voulais pas. Et je l'ai fait. Tu sais, ça m'a amené où je suis. Et tu sais, je suis quand même reconnaissante et tout. Ça reste quand même une bonne base, là. C'est ça. C'est genre, je remercie quand même mon père de m'avoir fait ces études-là parce que j'ai quand même quelque chose. Mais dans le sens où, moi, tout a été très ficelé parce que les gens ont voulu que ça soit. Donc moi, j'étais très docile, j'étais très la fille parfaite que, waouh, c'est genre, elle a des bonnes notes, elle travaille dur. Elle prend soin de son apparence, elle parle bien. Exact. On cochait tout, puis moi, j'étais en mode genre, non, mais en fait, c'est grâce à mon fiancé où il m'a dit, mais Parena, t'es beaucoup plus que ça, en fait. Et genre, il faut te mettre out of the box. J'étais en mode genre, OK. Et puis là, c'est là où j'ai vraiment fait les séances de psy parce que moi, j'avais jamais trouvé une bonne psy, puis j'étais vraiment très réfractaire à ça, parce que j'étais en mode genre, non, mais là, moi, ça fait 30 fois que je vois des psys, ça marche pas, j'ai l'impression d'être moi, la psy de la personne. J'étais en mode genre, ça fonctionne pas trop. Et donc, c'est là où on a tout déconstruit, et là, j'étais en mode genre, mais ça fait tellement de sens qu'en fait, le cinéma m'appelle tellement, et c'est vraiment là où je me sens le mieux.
Parce que je me sens vraiment alignée avec qui je suis, tu vois. Surtout dans le court-métrage, pas le court-métrage, dans le vidéo d'Eva Jen, tu sais, qui est ça qui faisait la mise en scène, la production, là, j'étais genre, honnêtement, t'avais l'air tellement toi-même, t'avais l'air tellement bien, ça paraissait que t'avais du fun, genre. C'est ça, et puis moi, j'étais en mode genre, comme on dit, quand t'as trouvé ton job d'évidence, ben, il y a pas quelque chose d'autre qui peut être au-dessus, tu sais. Ouais. Puis qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler justement avec des projets de cinéma en lien avec Les Grands Brûlés? Parce que tu peux peut-être expliquer ton court-métrage. En fait, moi, j'ai toujours voulu en fait, aider. Je pense que moi, dans ma vie, j'ai toujours été la psy de quelqu'un, tu sais. Et j'ai toujours et ça a toujours fait du bien aux personnes, et donc moi je me suis dit je vais retranscrire en fait ma vie, et si ça peut aider qui que ce soit, il y a un mot qui a pu résonner. Je suis pas du tout là. Sensibiliser un peu. Voilà, en fait. je suis pas du tout là pour faire la morale. Pas moralisatrice. Non, pas du tout. Mais c'est si admettons, moi je peux te donner un peu de mon vécu pour que tu traverses X ou Y événement de ta vie, je te le donne avec volontiers. Et je pense que c'est aussi ça, le cinéma. Je trouve que c'est quand même un média qui est très ouvert et qui touche à beaucoup de personnes. Parce que tu as le son, tu as l'image qui parle beaucoup, qui peut avoir beaucoup d'émotions. Et moi, je me suis dit, autant faire de la sensibilisation, autant inclure en fait l'association, un certain impact, l'association des Grands Brûlés. Et en fait, les Grands Brûlés, moi, c'est là où je fais mes massages. Donc, en fait, c'est une ressource, c'est une OBNL qui permet de vraiment s'occuper en fait, de la convalescence. Donc, eux, ils s'occupent aussi de la rééducation, réhabilitation. Et en fait, il faut savoir que quand tu es Grand Brûlé, il faut faire des massages à vie. Parce qu'en fait, la peau... Ouais, parce que la peau, en fait, elle est... il faut tout le temps la travailler, parce que si tu veux, en fait, il faut pas qu'il y ait d'adhérence, parce que ça peut... Comme là, mettons, genre... De l'adhérence. Attends, quoi? Ouais, en fait... Je suis pas sûr de comprendre. Comme, mettons, quand tu cicatrises, des fois, ta cicatrice, elle est collée. Ouais. Ouais, et ça s'adhère, en fait, à tes tissus. Et en fait, le truc, c'est que quand c'est trop attaché, en fait, tu peux plus faire de gestes, parce que c'est comme si en fait tu avais pas un élastique, mais quelque chose qui te freinait dans ton mouvement. Ça devient plus rigide, genre? Ouais, ça devient plus rigide. Et en fait, ça devient vraiment rigide. Et donc, ça fait des tensions. Et sauf qu'en fait, des fois, ton amplitude, il y en a, t'as peur, genre. Ils peuvent pas faire ça, tu vois. Ils peuvent même pas tourner le bras à un certain angle. À 90 degrés, parce qu'en fait, la peau a tellement... tu peux, mais ça fait mal, genre. Parce que ça tire trop, genre. Exact. Et c'est comme si tu étais au max de ce que tu peux étirer plus rapidement, en fait. C'est ça. Mais sauf qu'en fait, ça fait extrêmement mal. Et donc, tu le sens encore, genre? Non, mais moi, je fais des massages à chaque semaine. Et en fait, Semaine? Ouais. Mais c'est à vie, en fait. Oh my God. Et en fait, cette association, ce qui est super cool, c'est que tu as des massages gratuits. À vie. Puis c'est quoi excuse, mais explique un massage, c'est comment, genre, il te masse comme un massage en fait, de muscle normal, ou c'est complètement différent, genre? Après, tu peux demander, ce qui est cool, c'est que, tu sais, genre, je sais pas, t'as des tensions, tout ça, tu peux quand même avoir un petit massage, genre, de bien-être, tu vois. Mais relativement, en fait, c'est des massages un peu palpés, où, en fait, on vient décoller la cicatrice pour pas, en fait, qu'elle adhère et pour pas qu'elle t'empêche de faire des mouvements. Et donc, en fait, il faut que tout le temps, ta peau, elle soit souple. Parce que, c'est de l'entretien. C'est comme mettre de l'huile dans ta voiture pour pas qu'elle rouille. En fait, c'est un peu ça. Ouais, fait que prendre soin de... Mais ça se prend-tu des massothérapeutes spécialisés, genre? Ouais. Donc, ils sont spécialisés pour les cicatrices Grands Brûlés. Puis, tu sais, genre, ils font aussi un accompagnement auprès des proches aidants. Donc, ça, c'est vraiment cool, parce que si, admettons, je sais pas, vous avez été dans un accident ensemble, puis la voiture a brûlé, puis t'étais dans la voiture, mais t'as pas eu de brûlure, mais t'as peut-être eu un traumatisme. Voir la personne qui était brûlée, ça va pas être top non plus, là. Exact. Ouais. Donc, tu sais, genre, il y a aussi cet accompagnement-là qui est super cool, qui est gratuit pour les proches aidants et pour les personnes. Qui fait ça, c'est une autre personne, un autre intervenant. C'est ça, exact. Okay. Donc, c'est vraiment une structure qui est...
connu. Ben là, ouais, ça commence à être connu, mais c'est vrai je pense que c'est quand même connu, là. Je pense que tout le monde connaît assez. C'est ça, mais c'est cool de se dire, ben, en fait, on peut être aidé, supporté, on a des ressources et, tu sais, genre... ben là, je sais que, tu sais, au Canada, c'est quand même dispendieux. Ben là, tu te dis, ben, tu peux te soigner, tu peux prendre soin de toi gratuitement. Et ça, tu sais, c'est ça qui est cool parce que, ben, des fois, admettons, tu vas négliger parce que, ben, t'as pas l'argent, parce que t'as pas ci, t'as pas... Tu sais, c'est bête à dire, mais c'est des réalités. Et donc, je me suis dit, ce serait bien quand même de sensibiliser et de dire, ben, tu sais, vous êtes pas seul. C'est plus ça. D'informer les gens que ça existe aussi, genre... Exact. OK, wow, c'est vraiment cool. Puis, y a-tu aussi, genre, une communauté derrière, genre, rencontrer des gens qui vivent cette situation-là aussi? Moi, mettons, j'étais intervenante pour les personnes qui étaient brûlées, dans le sens, je racontais mon histoire, puis ça leur permettait de les rassurer, tout ça. Mais je pense que les personnes que j'ai vues, je veux pas faire une généralité, mais tu sais, je pense qu'ils ont tellement de choses à dealer avec eux-mêmes, leur apparence. C'est beaucoup l'apparence parce que tu sais, ça se voit. Ouais, mais tu disais tantôt que toi, t'avais la comme chance de t'en foutre, puis c'est pas grave, mais ça doit pas être le cas de tout le monde. Mais on va dire 90% des personnes, c'est pas ça. Donc, tu sais, genre, ils veulent pas forcément faire du gathering, genre, on est une communauté, on est tous des grands brûlés. Parce que je pense qu'ils sont pas arrivés à un stade où ils sont dans l'acceptation. Tu sais, la dernière fois, quand j'étais allée à une table ronde sur ça, c'était... ça faisait 1 an que j'avais été blessée, tout ça. Et il y avait quelqu'un qui me disait, moi, ça fait 5 ans, puis je m'en suis pas remis. Ouais, OK, donc, wow. Tu sais, chacun tout le monde le vit différemment. Ouais, à son processus, puis veut pas, la société, ça aide pas, parce que, tu sais, genre... les belles peaux, c'est important, non. Si, admettons, t'as pas le mental, comme on revient toujours... Ouais. En fait, parce que plus tu t'en fiches du regard des gens, plus les gens s'en fichent de toi. Mais plus tu feeds, en fait, plus tu montres que tu caches... C'est comme les intimidations. Ils vont venir, en fait. Et c'est bête, mais c'est ça, en fait. Parce que, admettons, c'est que moi, je bois pas, je fume pas. Mais quand je suis en accord avec moi-même, personne vient m'embêter parce que... C'est ça qui te protège. Ouais, parce qu'en fait... Et je pense que c'est ça le plus important, c'est d'être en accord avec soi-même. Mm-hmm. La personne... elle peut penser ce qu'elle veut, mais le fait que tu sais, moi, tu la laisses rentrer, en fait. Ouais, t'étais là en mode genre, mais pourquoi tu bois pas? Parce que moi j'aime pas et j'aime pas l'alcool. Et mais tu sais, je le dis, puis après ils sont genre, ok. Puis c'est comme si tu gagnais du respect, tu sais, indirectement, parce qu'ils disent, en fait, elle sait qu'est-ce qu'elle dit, elle sait, elle a les pieds sur terre. Pourquoi moi je viendrais la déstabiliser? Tu sais, c'est un peu... Est-ce que tu as coupé l'herbe sur le pied directement, genre, en étant toi-même? Et je pense que quand t'es, mettons, quand t'es vulnérable et quand tu sais pas et quand t'es hésitant, là, en fait, ils viennent, c'est leur terrain, ils disent, viens, on va il y a un tapis, viens essuyer tes pieds. C'est ça, tu sais, genre, viens, on va te mettre mal à l'aise. Et je pense que c'est à cause de ça, c'est que, c'est bête à dire, mais si tu n'as pas d'assurance dans la vie, mais c'est comme tout, hein. C'est quand même, mettons, moi, la dernière fois, je suis rentrée dans un hôtel. Puis pas des assurances voyage, l'assurance, de la confiance. La confiance. Je suis rentrée dans un hôtel qui est super luxueux et tout, et que t'as pas le droit de rentrer. Je suis rentrée avec tellement de... Je veux pas mettre des fleurs, mais avec de la confiance que les personnes, tu sais, quand t'as de l'aplomb, les personnes, ils viennent pas te déranger. Ils viennent pas te dire, mais t'es sûr? C'est quand tu cherches ton chemin, est-ce que j'ai le droit d'être ici? C'est ça. Et que là, ils te disent, hop, non, vas-y, parce que pour eux, c'est plus facile, parce que t'es dans une insécurité, donc ils vont directement t'attraper et dire, non, c'est moi le chef. Mais si, mettons, entre parenthèses, c'est toi le chef, il y a personne qui peut réitérer ce que tu dis, parce que dans tous les cas, la personne, elle s'en fiche. Et je pense que c'est ça. C'est un sujet de cinéma que tu pourrais faire, justement, genre, pour justement donner cette confiance-là à des gens. Tu disais que 90% se sentaient pas hyper confiants là-dessus, puis hyper valide, là, puis genre la société t'aide vraiment pas, comme on disait. Mais c'est ça. Mais peut-être que ça pourrait les aider là-dessus. C'est-tu quelque chose que tu essaies de donner en confiance? Ou... Je l'ai pas dans mon target, mais admettons, tu sais, j'ai fait sur ma résilience, sur mon expérience de vie, mais j'ai l'impression que je suis plus dans le... c'est sûr que moi, quand j'écris des films, je veux communiquer un message, mais je m'amuse plus à le communiquer de façon comique. OK,
Parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de... Tu sais, comme moi je dis, on rigole pas assez. Genre, tu sais, tout est morose, tout est... tu sais, quand tu regardes la télé, rien ne va dans le monde. Et spécialement, en plus, ce sujet-là, genre, c'est comme, c'est un peu tabou de... C'est ça, tu sais. Et donc, moi, ma nouvelle signature, c'est un peu du comique, mais pourquoi pas l'aborder, ça peut être un Puis bon qu'est-ce sujet. que tu trouves que la société comprend mal sur les personnes qui vivent une situation d'être crambulées ou amputées même? Je pense qu'on n'est pas, on n'est pas tant que ça épaulé. Tu sais, c'est pas. Je pense que la société a tellement des cases de degré d'importance des maladies, peut-être. Mettons, genre, si mettons t'as le cancer terminal 4, on peut te prendre au sérieux. On peut te prendre au sérieux. C'est un peu l'invalidation entre parenthèses, mais tu sais, genre tu respires, puis ton cœur il bat. C'est le principal. Ouais, c'est ça. Donc, ça invalide la situation, en fait. Genre, vis là, toi, 2 secondes, puis on verra si tu trouves ça le fun. Là, exact. Et je pense que la société a plusieurs priorités qui sont, tu sais, genre, ne pas mourir. Ouais. Mais si, admettons, que tu as encore envie que tu respires, t'es pas une priorité. Ouais. Et je pense que c'est ça qui fait que, en fait, on est classifié à... là, toi, t'es aux poubelles, et puis... Un peu comme le système de priorisation à l'hôpital, en fait, genre. Mais sociétalement, en fait, genre. C'est ça. Ouais, je comprends. Et puis, tu sais, veux pas... ça tente pas d'aller aux urgences, parce que tu te dis, en fait, on te prend pas forcément au sérieux. Et tu sais, t'as ce tabou aussi de te dire, mais j'ai vraiment quelque chose, mais là, je dois passer 8 heures aux urgences, ça me tente pas. Mais il faudrait que tu ailles aux urgences, parce que c'est quand même... Ton cas est quand même... Ouais, c'est ça. Grave, comme un entre-deux, pire entre-deux en fait. Tu sais, c'est ça. Okay. Et donc, j'ai un peu l'impression que la société, c'est tellement basé sur des normes de gravité, de priorisation, qu'en fait, t'en oublies vraiment l'essentiel. Et je trouve que c'est ça qui fait que... Mais tu sais, de partout, tu sais, il faudrait que tu sois... Il faut que tu rentres tout le temps dans des cases. Si tu rentres pas dans cette case-là, non, t'es éjecté et tu tues. C'est plus pratique pour genre traiter les trucs, mais ça a un manque d'empathie en fait au bout de la ligne. Là, c'est ça. C'est toujours l'empathie, c'est toujours parce qu'on est trop sur cette planète, peut-être, j'en sais rien, mais tu sais, il y a un manque de considération. Et puis, parce que la vie est difficile aussi. Ouais, mais parce qu'après, la société n'a pas non plus mis en forme quelque chose qui peut être assez libre, parce qu'en fait, tout est codifié, tout est. Il faut que tu aies un appartement, il faut que tu aies. Tout est capitaliste. Ouais, c'est ça. Tout est, il faut en fait performant. C'est ça, voilà, exact. Au top of the chain tout le temps. Et je pense qu'en fait, ça aide pas du tout ces sociétés-là, parce que il y a toujours de la comparaison. Tu sais, genre moi, j'ai ma nièce, elle a 18 ans, elle se prend pas en photo sans filtre. Je me dis, mais tu as 18 ans, tu es... Non, t'es belle, il faut que tu aies confiance avec toi. T'es supposée te trouver belle, peu importe. Genre, exact. Et puis, je pense qu'aussi, tu sais, les réseaux sociaux, tu sais, on pourrait en parler aussi, mais c'est tellement faux. C'est tellement... oui, ça a aidé. Je dis pas qu'il faut tout blâmer, mais ça a tué des confiances en soi, ça a tué des estimes de soi. Et c'est ça. Et mais je trouve ça... En plus, ça... Comment je pourrais dire, ça concentre aussi les clichés de les femmes, il faut qu'ils soient comme ça, les gars, il faut qu'ils soient comme ça, les gars, il faut qu'ils soient au gym et tout. Exact. Et en fait, après, tu as des stéréotypes, puis après, t'arrives plus à t'en défaire parce que tu te dis, elle est plus belle que moi. Bombardé de clichés qu'il faut être, mais en fait, le meilleur, c'est d'être soi-même. Là. C'est ça. Est-ce que tu rencontres souvent des clichés ou de la maladresse que les gens comprennent mal d'une situation de quelqu'un qui a déjà été grande brûlée? Que tu voudrais déconstruire ou Non, parce que je pense que moi, j'ai tellement accepté depuis le jour 1 mon accident que moi, j'en fais des blagues. Et je fais beaucoup d'autodérision. Ça t'aide? Ça m'aide. Je sais pas que ça m'aide ou quoi, mais je trouve ça drôle de rire de moi-même. Mais tu sais, tout le monde n'est pas capable de faire ça. Mais j'ai jamais eu de... Mais je pense qu'en fait, et on revient toujours à ce point-là, c'est que quand t'es confiant... Rien peut t'arrêter. Genre. Mais non, mais en fait, les gens n'osent même pas te déstabiliser. Tu sais, c'est genre, c'est même pas une option, mais parce que elle va bien. Tu sais, c'est bête à dire, mais elle a accepté. Pourquoi j'irais m'immiscer dans quelque chose que elle le vit 100% bien? Tu sais, c'est plus... Tu barres déjà la route au truc. Mais tu vois, mettons, le plus... c'est même pas les adultes que je dirais qui ont été maladroits, c'est les enfants.
Ah ouais? C'est les enfants où moi, on me disait « Ah, ben, pourquoi t'as une tache de chocolat? » Tu sais, genre... c'est cute, genre? Ouais, ou mettons, genre « Ah, mais pourquoi t'as perdu un doigt? » Tu sais, ils sont tellement sans filtre que c'est limite, admettons... Moi, ça m'a pas blessée. Mais il n'y a pas de mauvaise intention non plus. Oui, mais tu sais, si, admettons, t'es quelqu'un de sensible, tu pourrais être heurté par ces personnes-là, tu vois, parce que, tu sais, je sais plus, il me disait... moi, il y en avait un, il me disait « Ah, ben, c'est vraiment moche, ton doigt en moins. » Tu vois, mais... Tu sais, moi, j'en avais rien à faire, tu vois. Mais c'est vrai que c'est eux qui pourraient plus te déstabiliser parce qu'eux, ils ont pas encore ce recul-là. Ils sont en mode genre, moi, je te dis les choses, je suis sans filtre, tu l'acceptes pas. Moi, ça ne change rien à ma vie, tu vois. Mais c'est ce qu'ils devraient te dire, en fait. C'est ça qu'ils disaient, dans le fond. C'est qu'eux, ils s'en foutent de dire telle affaire, mais toi, tu devrais t'en foutre de qu'est-ce qu'ils disent. Exact. Mais moi, je m'en fiche, tu vois. Mais c'est pas facile, genre, tu sais, je pense que c'est pas tout le monde qui vit ça, là. Je veux dire, ça doit pas être facile de juste revirer ça de la main, là, non? Ben après, je pense que c'est une habitude. Ouais. C'est le fait que moi, j'ai toujours vécu... aide à faire ça, tu penses, ou oui, travailler c'est ça, comme je sais pas trop parce que moi j'ai pas eu recours à ce service-là, mais oui, c'est une aide psychologique, c'est un peu comme un thérapeute, quoi, mais c'est vrai que tu sais, moi j'ai tout le temps été conditionnée à prendre du recul, à prendre un pas en arrière en disant ok, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est pas important. Donc tu sais, c'est un mécanisme que moi c'est automatique. Et j'ai pas à me dire ah ben il faut que j'aille puiser, tu sais, c'est des ressources que j'ai déjà, donc c'est plus facile. T'en as pas eu besoin. Non, c'est ça. Qu'est-ce que t'as appris sur l'OBNL que ça t'a surpris, que t'es vraiment contente tu connaissais pas genre les grands brûlés, puis que les gens gagneraient à connaître sur cette OBNL là? Ben je dirais d'oser se prendre soin de soi, en fait, parce que je pense que des fois, tu sais, on a un peu de réticence parce que ben on dit bon bah oui, c'est peut-être prévu pour nous, mais est-ce qu'il va pas y avoir du jugement, est-ce qu'il va pas y avoir est-ce que ça va être un service qui va être fait pour moi, est-ce que tu te poses plein de questions. Tu sais qu'il y a quelqu'un faut qu'il te touche en plus, puis t'es pas habitué, t'es pas habitué, tabou, c'est quand même quelqu'un qui vient dans ton intime, surtout que moi j'ai un peu des brûlures de partout sur le corps, donc je suis presque à moitié en sous-vêtements, donc tu sais, c'est le rapport d'être à l'aise avec ça, et puis je pense qu'aussi il y a cette réticence là de dire ben moi j'ai pas envie de me mettre à nu mes blessures, parce que même moi je les ai pas acceptées, de t'exposer en fait, genre. de m'exposer, et donc je pense que c'est des fois de se laisser aller, et que en fait les personnes sont plus bienveillants qu'on pense, genre. Exact. Que tu sais, des fois je pense qu'on a des préjugés en disant ah ben tu sais, l'infirmier ou le chirurgien, il a pas été très sympa, il a pas été très qu'est-ce que tu as vécu en France, pas été humain. Bah, eux ils vont l'être aussi, ils vont peut-être l'être aussi, puis mais non, tu sais, c'est des fois laisser la chance de dire ben j'ai envie de me prendre soin de moi, et puis d'y aller, et puis c'est vraiment une super belle structure parce que les gens sont vraiment très accueillants, très bienveillants, et tout. Donc c'est c'était important. Comment ta première expérience avec eux? C'était vraiment la première chose que tu as booké avec eux, c'est un massage pour eux? Ben, en fait, tu sais, on parle de la situation, puis ce qui est bien, c'est que tu peux parler de ton accident comme tu peux ne pas en parler. Tu sais, genre, c'est... Admettons, il y a ma sœur Martin, avec qui je me suis beaucoup liée d'amitié par la suite et tout. Nice. C'est quand même mon papa de substitution au Canada. Et donc, c'est vrai que lui, il me disait, il y a des personnes, je les masse, je ne sais pas du tout qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'ils ne sont pas intrusifs, dans le sens, tu peux parler de tout ce que tu veux, mais tu sais, moi, je vais juste faire mon job. Ils vont jamais poser la question, mais si toi, t'en parles, ils savent que, OK, exact, c'est ça. Ils respectent ça. Ils respectent l'intimité, puis tu sais, cool. La première séance, c'est vraiment... qu'est-ce que... Tu sais, genre, qui tu es. Tu sais, il y a vraiment un contact humain dans le sens... T'es pas là, bon, tu dois te déshabiller, puis on fait ton massage. C'est vraiment quels sont tes besoins. Est-ce que t'es à l'aise qu'on te fasse ton bras? Ils doivent te demander aussi son où exact. Te masser. Est-ce que, admettons, là, t'es à l'aise qu'on te masse cet endroit-ci? Est-ce que tu veux qu'on appuie plus? Tu sais, c'est vraiment... Il y a un premier contact humain, je dirais, et puis après, tu te fais masser, et puis après, tu reviens. Mais j'ai l'impression qu'il y a une construction des besoins avant. Genre, ils sont pas juste comme moi, je suis habitué, puis j'y vais, je passe par là, non. Puis c'est comme, non, ils te respectent dans ton intimité. Genre, OK, c'est vraiment le fun d'entendre ça. C'est vraiment hyper positif comme organisation. Wow.
Puis maintenant, comment tu redéfinis la normalité maintenant de nos jours avec toute cette déconstruction que tu as compris, avec du recul, c'est quoi la nouvelle normalité maintenant? Bah, est-ce que ça a changé quelque chose dans ma vie? Ouais, c'est ça, exact. Est-ce que maintenant tu te dis, tu sais, tu disais genre qu'il y a des choses que tu prenais pour acquis, maintenant c'est pris pour acquis. Ouais. Qu'est-ce que... je te dirais que j'ai quand même gardé ce mindset-là de pas prendre les choses pour acquis. Puis je pense aussi, c'est ça qui m'a dit, je pense que je suis encore plus outillée pour mes proches qui ont besoin d'une psy. Non, mais je pense pas que ça a changé plus de choses dans ma vie, mais ça a confirmé que c'était cette personne que je voulais être. Dans être positive, prendre du recul sur les choses. C'est un défi qui a confirmé ce que tu es supposé être, en fait. Je pense que je me suis dit, tu sais, t'es toujours là en train de rechercher qui tu es. Puis là, j'étais en mode, je pense que... J'aime cette personne et j'aime lui donner de la tendresse à cette personne qui a vécu beaucoup de choses. Et tu sais, c'est un peu aussi, comme on disait tout à l'heure, reparler à son enfant intérieur. Et je pense que c'est ça. C'est aussi plus m'accorder de temps pour moi aussi, tu sais, de dire, la vie va vite. La vie va très vite. Très vite. Puis, ça, je pense que des fois, il faut savoir dire, tu sais... Je prends du temps pour moi. Ouais. Prendre soin de ça. Ouais. Exact. Puis tes prochains films, ça ressemble à quoi? C'est quoi tes projets? Est-ce qu'on peut avoir un petit clin d'œil au futur là-dessus? Là, en fait, je vais me marier en août. Nice, félicitations. Et merci. Et en fait, c'est très marrant parce que moi, j'ai jamais été dans le concept de... comment dirais-je, me marier, c'était pas dans ma bucket list. Okay. Me marier, avoir la robe, c'était pas mon rêve de jeune fille. Puis j'ai rencontré mon cher et tendre fiancé où ça a été une évidence. Puis se marier, j'étais en mode genre, oui, let's go, quoi. Genre, c'était, il y avait même pas de questionnement. Et donc, comme tu sais, c'était pas quelque chose que moi, j'ai planifié ou idéalisé dans ma vie. Moi, j'étais en mode genre, mais moi, pourquoi je fais un mariage? C'est pour rassembler les gens que j'aime et célébrer l'amour. Ouais. C'est vraiment ça. Je suis partisane de ce concept-là. Okay. Puis tu vas faire un film avec ton mariage? Non. Oh! Ça s'en va où, ça, là, d'abord? Non. Et en fait, moi, je suis quelqu'un de pas stressé. Okay. Je suis quelqu'un qui est très easygoing. Tu sais, genre, ça se fait pas. Il y a des imprévus. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Et en fait, tout mon cercle qui organise mon mariage, mes parents, mes amis, tous les gens qui sont autour, qui gravitent, sont extrêmement stressants. Et tu sais, c'est toujours mais ça c'est pas bien fait, mais ça c'est pas bien fait, si ça. Je compatis avec cette situation. Et en fait, moi finalement ça me stresse. Ouais. C'est comme les répercussions de ce stress-là. Ils projettent, genre... Exact. Ils disent, mais tu sais, mais ça devrait être fait comme ça, mais ça devrait être fait comme ça. Après, moi, j'ai une tante qui s'invite à mon mariage, mais c'est mon ancienne tante, parce que mon tonton n'est plus avec cette personne-là. Puis j'ai plus du tout de contact avec elle. Puis elle m'a dit, ce serait cool que je vienne à ton mariage, qu'on puisse se voir. J'étais en mode genre... On se parle plus, non, c'est ça, le lien et c'est plein de trucs. Et en fait, j'aimerais bien faire un court-métrage sur, en fait, c'est pas le spotlight sur les mariés, mais c'est le spotlight sur tous les invités, tu sais, qui râlent, qui disent « Ah, mais je comprends ça pas, va être très bon, je pense, la nourriture, elle est pas bonne. » Ou tu sais, mettons les gens qui, on dirait que c'est leur mariage et qui, tu sais, ils sont en mode genre « Alors, j'ai fait 50 boutiques et j'ai toujours pas trouvé ma robe. » Et je suis en mode... Mais... Moi, ça m'a pris 15 secondes, puis je vis pas ton expérience, là, c'est ça. Ouais. Et c'est fou parce qu'on dirait que c'est leur moment. Ouais. Et en fait... Ça s'approprie, genre, le moment, ouais. Exact. Et ils sont là en mode genre, oui, non, mais là, il faudrait trop qu'on fasse comme ça. Alors là, moi, il faut que je boucle la maquilleuse. Pour moi, T'as pas mis cette toune-là? Comment t'as pu? Genre, et en fait... t'es comme, hey, what the fuck? Et en fait, je me suis inspirée de tout ça et je me suis dit, je pense que ça pourrait faire tellement, tu sais. Et mettons, est-ce que tu vas mettre des faux noms, genre la vraie personne, elle s'appelle Mélanie, puis là, c'est genre Mélania. ouais, mais tu sais, c'est plus un peu en mode genre, où c'est comme, mettons, les personnes qui sont genre, qui viennent au mariage, qui font, non, mais sa robe, elle est pas belle. Mais tu sais, c'est plein de clichés en plus. De clichés. Ouais. Et je me suis dit, mais punaise, mais je suis en train de vivre ça dans mon mariage, mais il faut trop que je le... que je le scénarise parce que je trouve que c'est trop beau, tu sais, mettons c'est le DJ qui dit
c'est quoi le choix des musiques des mariés, c'est vraiment claqué au 50 sol. Cent! Je suis mais capable t'as- d'entendre ça dans les mariages, moi. Et en fait, c'est un peu les non-dits Ouais. des invités Ouais. que je veux mettre en De fait l'avant, genre. de l'avant. Ah ouais. Et je pense que ça pourrait être vraiment le fun. Ah, moi, je suis déjà hooked. C'est- Juste à l'entendre, c'est vraiment mon genre de truc, là, ouais. C'est ça, Ok. et que tu sais, normalement dans le mariage, c'est le spotlight sur les mariés, Ouais, ouais. mais là, en fait, le spotlight, ce serait sur les invités. Ah ouais. Et comment, en fait, ils disent ce qu'ils pensent tout bas. Tu sais, genre, Ah ouais. ils pensent, non, je sais plus qu'est-ce que c'est là, le proverbe là, mais Ouais, je comprends elephant ce que in the room, quoi. Ouais, C'est ouais. genre, on le pense, mais on le dit pas, Ouais, ouais. mais c'est là, tu vois. Ouais. Donc, Mais c'est les mauvais éléphants, parce que c'est genre, ben, on s'en fout, c'est pas ton moment. Ouais, non, mais c'est vrai que moi, j'ai eu plein de petites altercations, et puis j'étais en mode genre, attends, c'est quand même, j'ai eu un débat avec mon beau-père, c'était qu'est-ce que la couleur blanche? Ouais, ok. Voilà. Alors moi, je ne pensais jamais avoir un débat comme ça. On a eu un débat de 2 heures sur C'est ça. parce que c'est du blanc cassé, genre? Ok. Exact. Non. Et donc, parce que moi, j'étais en mode genre, ben, si, admettons, on connaît la Ouais. tradition, c'est qu'en Ouais. France, c'est que la mariée qui est en blanc. Ouais, Et les autres ma famille dit personnes- la même chose, c'est genre, c'est grave, là. Quelqu'un qui se met d'autant en blanc, là, Exact. c'est très Et puis, grave. t'as tellement de palettes de couleurs que, tu sais, si ce jour-là, tu peux ne pas te mettre en blanc, ce serait génial, tu vois. Ouais. Et donc, on a eu ce débat-là. Qu'est-ce que le blanc? Oui, mais si, admettons, dans la fleur, il y a du blanc, parce que Hey, notre relax, là. code vestimentaire, c'est floral. Ouais. Mais je pense que, tu sais, c'est plus de la maladresse qu'autre chose. Mais c'est vrai qu'on gère beaucoup tous ces paramètres-là que moi, Ouais. je t'en genre, mais moi, j'ai pas envie de... J'ai pas envie Mais de gérer ça, j'ai l'impression tu que vois. ça fait juste enlever ton moment, en fait. Ça prend des brides de C'est moments, ça. genre d'être dans le moment présent, que t'es supposé être un moment pour toi, mais là, on te l'enlève parce qu'on te projette le fait que Exact. ça, c'est important, mais hey, c'est pas important. Tu sais, c'est quand même, mettons, avec mes parents, ils veulent absolument qu'il y ait une entrée, mais on a un apéro où il y a 20 bouchées par personne, ou Ouais, 10 ouais. bouchées, enfin bref, un bon apéro. Ouais. Moi, j'étais en mode, mais ça sert à rien, les entrées, comme ça, hop, on passe au plat. Ouais. Et pour eux, dans leur conception, il faut qu'il y ait une entrée Ouais. et un plat. Donc, on a mis une entrée et Ouais. un plat. Mais tu sais, il faut ajuster pour tout le monde, mais d'un côté, c'est ton moment, Ouais. puis t'es en Mais mode là, pourquoi genre- t'incarnes pas la confiance que tu disais? Hey, chez mon mariage, shut up. Oui, Moi, oui, j'en fais pas de bouchée. Qu'est-ce que je te dis? Parce que moi, si je me marie, mais- je te garantis que ça va être ça. Mes Ouais. parents, là, je vais leur dire, ben, je suis désolé, mais moi, je veux du métal, mettons, je dis n'importe quoi, j'en mettrai pas, mais Oui, oui, bah après, ça me c'est tente, vrai genre. que comme quand tes parents participent à ton mariage, il y a des well, concessions they qu'il faut que tu won't. fasses. Tu sais, il y a des choses où tu te dis, il y a des batailles à te battre, et il y a des batailles, il faut les laisser. Ouais. Et non, mais tu sais, en soi, c'est pas grave. Mais c'est ça. c'est juste que moi, j'étais en mode genre, mais moi, ça va être super chill, ça va être YOLO, Ouais, let's go. En plus, on fait un mariage quand même très simple. ouais. Et donc, en fait, je me suis dit, dans mon prochain film, je veux Ouais. faire ressortir, tu sais, Ouais. tout ce qu'on dit là. Est-ce que tu vas mettre C'est- un moment où genre les invités qui sont comme oh, mon Dieu, elle a mis cette robe même si elle a une cicatrice ou un Ouais, truc comme ça, ouais. c'est sûr qu'il y a un commentaire Mais comme oui. ça, genre ça serait excellent que tu le mettes Non, en plus. non, c'est genre, ça. C'est quand même, mettons, mon ancienne tante qui Ouais. m'a dit, ah, ça se voit tes cicatrices. C'est ça, Oui, c'est ça. oui, ça se voit. Mes Mais cicatrices, oui, t'es genre. tu vis avec maintenant, je suis désolé, c'est genre. ça, exact. Mais, Quoi, je mais vais tu sais, mettre, y a- je vais mettre en burqa, genre à cause que je voudrais, Exact. what the fuck, genre. Mais non, mais il y a beaucoup de. Ça a aucun Honnêtement. rapport. Ok. Et je pense que ça va être très pépite de faire Ok. ça. Wow. Ben merci de nous avoir donné ce petit clin d'œil-là. Merci d'être venu au podcast. C'était Avec vraiment grand très cool. plaisir, c'était super cool. Ouais, est-ce que tu as aimé ça? Oui, super. Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Bah tout. Je dirais que c'est pas si difficile quand on parle de soi, c'est toujours Ouais. plus facile parce que ben, c'est des choses qu'on connaît, donc c'est Mhm, quand même. Puis ça a été super fluide, puis non, c'est super le fun. Puis en plus c'est super le fun. Moi, comme je dis toujours, si je peux aider qui que ce Ouais. soit, mon prochain, ben moi Ouais. je le donne avec volontiers parce que ben, si dans la vie on s'entraidait tous, Ouais. je pense que la vie irait beaucoup mieux. Ouais. Mais c'est cool. Je suis C'est pas mal ça. sûr et certain que si il y a quelqu'un qui vit une situation C'est ça. de grand brûlé qui écoute cette histoire-là, ben Mhm. moi j'ose espérer qu'il y a quelqu'un qui se dit ah non mais j'hésitais à aller faire un massage avec l'OBNL, Ouais, non, puis c'est comme peut-être. c'était super rassurant comme témoignage, fait que c'est le fun. Alright. Cool. Yes. Ben, merci encore. Yes. Ben, on peut te suivre sur quels réseaux sociaux pour faire promouvoir tes films ou quoi que ce soit? Ben, je suis sur Instagram, Parena. Voilà. Parena, juste écoute. Non, C'est mais juste- attends, c'est Parena, mais c'est écrit en, Oui, en en thaïlandais. thaïlandais, Fait que là, c'est oui. comme, mais si Mais- tu marques Parena, ça fonctionne. Oui, genre, oui, ouais. c'est ça. Ah, c'est ça. Exact. ok. C'est juste Pareena.
Voilà. Exact, super. Puis y a-tu d'autres réseaux qu'on peut voir tes films? Parce qu'il y a le YouTube, la dernière fois que tu nous avais dit pour voir ton court-métrage. Après, c'est plus, c'est un peu dans la boucle des festivals, tout ça. Okay. Je peux pas forcément trop les mettre sur les réseaux sociaux, mais sinon, mettons, si on veut vraiment voir et que j'ai un Vimeo aussi où on peut aller voir directement dessus. Donc, c'est Parena aussi? Ouais, Parena. Super, merci. Donc, merci d'avoir été des nôtres. Comme d'habitude, partagez le podcast. Suivez-nous sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Podcast Québec, Balado Québec.